Nous, en fait, ta musique, elle nous donne envie de nous lever, elle nous donne envie de nous rassembler, elle nous donne envie de partager des trucs. Qui n'a pas chanté les tubes de Nadia? Qui n'a pas dansé sur ses refrains qui donnent une de ses pêches? Solide comme un roc, et c'est parti, parle-moi. Alors oui, parle-nous de toi, Nadia, de l'artiste qui a choisi la scène comme on monte sur un ring. Je mangeais comme un boxeur, je m'entraînais comme un boxeur, C'est ça, la méthode Nadia. Celle d'une petite fille qui aurait pu devenir athlète de haut niveau, mais qui savait, au fond d'elle, qu'autre chose l'attendait. Dans mes rêves réels, je dormais et je me voyais sur scène avec plein de gens. Alors cap ou pas cap? Il a suffi un jour d'un pari avec une amie pour que tu t'inscrives à l'émission Graines de Star, là où tout a commencé. Et elle me dit, de toute façon, t'es pas capable. Ah bah là, elle dit la phrase qui... Pour toi, Nadia, rien n'est impossible quand on y croit. Et l'intention plus l'attention, c'est égal transformation. Entre vous et moi, venez découvrir la méthode Nadia et son nouveau titre DJ qui sonne déjà comme un tube. J'ai toujours le regard à l'horizon, comme si l'horizon, c'est pas la fin, mais le début de quelque chose, quoi. Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Entre vous et moi qui a commencé très fort avec des invités qui nous font la joie de venir nous parler d'eux, sans filtre, sans costume. C'est ce qu'on aime dans le fauteuil d'Entre vous et moi. Vous avez vu, on a eu des très 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 jolis invités. Et ça continue, encore une fois, avec cette émission. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des envies particulières d'invités, que vous voulez voir se dévoiler dans le fauteuil d'Entre vous et moi, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, sous la description de cette vidéo. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et pourquoi pas de les voir invités dans cette émission. Et tout de suite, j'ai envie de vous dire avec cette nouvelle invitée, eh ben c'est parti, ouais, c'est parti. Bonjour Nadia. Bonjour. C'est une joie de te recevoir. On va se dire tu? Ouais, bien sûr. Je crois que c'est déjà Ouais, plus ou moins ça parti. On peut pas faire autrement. Avec Il y a plaisir. un soleil. Quand je t'ai vu c'est arriver, gentil. je me suis dit wouh, ça explose. Bah, je te renvoie le compliment parce que c'est vrai que quand on voit ce que tu fais, comment tu poses les choses et comment tu amènes les choses, on a envie de passer du temps avec toi, en tout cas de donner l'essentiel, enfin en tout cas. Bah écoute, je suis touchée et je pense que ça va être un très très beau moment. Voilà, Merci. ici il n'y a pas de masque et on se parle. Nadia, évidemment, c'est un prénom qui nous propulse dans les années 2000 avec des tubes incontournables qui nous ont fait danser, rire, pleurer aussi. Ouais. Quand on est en colère aussi, on écoute du Nadia et Yes. ça fait vachement de bien, hein? Ouais, alors c'est marrant que tu parles de colère parce que récemment on m'a dit, mais dans tes concerts, il y a quand même pas mal de gens assez, des gens cassés. Et quand on m'a dit ça, j'ai fait waouh, cassés, ouais, c'est vrai. Et beaucoup de témoignages de femmes, d'enfants handicapés, vraiment qui perçoivent au-delà des mots. Ouais. Il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié avec l'impact de la musique et de la production musicale, qui est très symphonique en fin de compte, qui amène un imaginaire, qui propulse en fait la personne dans sa propre histoire en fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on va le découvrir tout au long de l'interview, mais c'est une très grande sportive qui a gardé ça en elle. Physiquement aussi, tu dégages une espèce de force, puissance brute. Bah je prends. Non, mais ouais, je crois que ça se passe à l'intérieur de Ouais. moi en fait. Ouais. C'est vraiment tout ce que j'ai au fond de moi. Et je crois que je suis née un petit peu avec cette dimension intérieure que j'ai. Ouais. Que j'ai toujours eu, hein. Ma maman me l'a toujours dit, quand il s'agissait de parler de Dieu, eh ben, tout de suite, hop, je tendais l'oreille et je tendais le regard. Donc il y avait quand même une perception particulière à cette dimension spirituelle, et que j'ai développée avec le chemin, avec la route, avec les épreuves, avec tout ce que la vie amène. Et c'est vrai que
souvent on me dit ça en fait. C'est marrant parce qu'on ne se connaît pas et à chaque fois ça me fait quand même, je prends mais en même temps je me dis à ce point mais c'est quelque chose que avec l'âge, que j'aime amener et partager et donner à des moments de vie, et souvent même à des gens que je ne connais pas forcément bien, mais que je sens que je peux apporter quelque chose. Ouais. Offrir, exactement. 5 millions de disques vendus, et c'est parti, rock. Laisse le destin t'emporter. Évidemment, là je vais chanter tout le temps. Parle-moi, tous ces mots et bien d'autres. Et là tu sors un nouveau single, tout nouveau, DJ, avec le chanteur Smarty, avec d'autres promesses musicales, je crois, dont on va également parler. Ouais. Un mot pour définir ce retour. Un mot, la reconnaissance vis-à-vis du public. J'ai une espèce de gratitude, une espèce de besoin de renvoyer un peu l'appareil à ce niveau-là, parce que de toute façon, il y a eu tout ce que tu as cité là, le public a été toujours là en fait. Et ce qui m'a amené à retrouver les routes du studio, c'est quand j'ai vu au travers, justement, on parlait de regard, de sourire, de tristesse, au travers de ce public que je vois quand je monte sur scène. Et c'était là, à l'occasion de concerts, à l'occasion de tournées, j'ai eu cette demande-là, mais de cette jeune génération de 18-20 ans qui venait avec leur mère, avec des potes, en disant, bon, ils avouaient, ils ont dit, bon, nous on connaît C'est Parti, on connaît rock, on ne connaît pas tout ton répertoire, mais quand on te voit sur scène, nous on aime ça, quoi. On se reconnaît en ça, on aime aller en soirée ou en club sur tes chansons, mais c'est quoi la suite? Est-ce que du coup ton univers 2024, ce serait quoi? Et ça, c'est revenu assez régulièrement. Et ça m'a donné une impulsion, clairement, parce que je suis à l'écoute et je me dis, ouais. Et donc, dans le deuxième temps, je me dis, mais qu'est-ce que je peux donner de plus que ce que moi j'ai déjà apporté? Et ben, je me suis dit, retourne dans quelque chose qui t'a fait toi du bien, en fait. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur... qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui s'aligne pour pouvoir ne pas tricher et de juste amener pour amener, ça ne m'intéresse pas. Donc, et je suis revenue sur mon adolescence en fait. Mon adolescence, mes vacances en Algérie par exemple, où il y a cette reconnexion avec la famille, où c'était le disco et la funk. C'était Donna Summer, c'était Shalamar, c'était les Whispers, c'était George Benson, c'était... voilà. Et je me dis, ouais. Et le troisième pan, c'était que je ne l'avais pas exploité encore dans mon répertoire. Donc, quand ça me fait trois comme ça, c'est comme la Trinité, le triptyque, ce que vous voulez, et ben, je me dis que... y a quelque chose qui est juste. Donc, on va partir là-dessus. Et donc là, on a commencé à partir, à étudier un petit peu la musicologie de cette époque-là, des années 70 jusqu'aux années 80, même 90, avec la high energy. Donc, il va y avoir un son un peu à la high energy. High energy. Voilà. Alors, ça sera le prochain single qui s'appelle... non, je ne sais pas si... Plus tard. Voilà, plus tard. Et puis, il y en aura un troisième qui sera plus dans la vibe Kool and the Gang, avec Celebration, plus dans ces sonorités-là, un peu guitare, un peu voilà. Et faire connaître à ces générations-là cette musique qui nous a... tente bien. Ben ouais, tente bien parce que musicale, symphonique, harmonique, qui rassemble. Joyeux. Vraiment cette capacité à rassembler sans se ressembler, parce qu'en plus le disco, c'est une musique qui était pour les minorités à l'époque, donc c'était pas forcément des gens qui avaient les moyens. Donc il y a quand même quelque chose qui résonne comme ça chez moi, dans tout, partout. Et je me dis, de faire connaître ça à cette génération-là, voilà, challenge. Et on y va. On sera là. J'ai retenu cette phrase de toi, ton rêve.
Je cherche un producteur qui aurait la fougue de partir sur cette idée de créer ma propre comédie musicale parce que toutes mes chansons sont du vécu, ou un univers musical qui amène vraiment toujours à de la détermination. Alors tu sais quoi ? On va lui donner envie à ce producteur de te faire ta comédie musicale. On va vous présenter la vie de Nadia qui est digne d'une comédie musicale et vous allez voir, c'est joyeux, c'est fougueux. On pose aussi les genoux à terre. Quelquefois, Ah oui, pour oui. mieux remonter. Ah ouais, toujours. C'est parti. Ok. Ok. Allez. La petite fille, la petite Nadia Zighem, née le 19 juin 1973 à Tours en Indre-et-Loire. Ton âge, c'est difficile de le dire ou pas? Ah, pas du tout. 52 ans. Ok. Ouais. Ah ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est la fleur de l'âge, dans le sens, quand tu chemines, quand tu regardes pas en arrière, quand tu es dans la vie, quoi. T'es forcément, c'est un peu comme le fruit, quoi. Il n'est pas mûr, mais voilà, il est blette, Il est plein. il est plein, en fait. Et au contraire, il y a une espèce de légèreté comme ça que je vis au quotidien, moi. Être femme, maman, je dirige mon propre projet de vie, en fait. Femme d'entreprise, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et non, mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent mieux à partir de 50 ans. Il y en a pas mal, de plus en plus en tout cas, qui amènent cette idée enfin c'est plus qu'une idée, c'est réel, c'est de vivre la vie à fond et sans contrainte. Enfin, sans contrainte. C'est une illusion de croire que la vie serait sans contrainte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est déjà débarrassé de pas mal de choses, quoi. On n'est plus en illusion, en fait, je pense. Oui, aussi. c'est ça. On a déjà, je pense que le voile des illusions, il a bien pété dans tous les sens. Ouais. En tout cas, le plus gros, évidemment, si on peut parler d'épreuves, les épreuves, en tout cas, quand on y fait face, bah, après ça, on peut vivre des choses, mais on relativise toujours. Le temps passe, et pour autant, si tu te demandes de faire un petit bond, tout petit bond en arrière, si tu vois la petite Nadia là, en face de toi, tu la vois comment? Elle est qui cette petite Nadia? C'était qui cette petite fille? C'était une petite fille solitaire. Hein. Alors, paradoxalement, avec mon parcours sportif, avec qui j'étais, avec un groupe, avec une équipe, même si sur piste on était individuellement, enfin voilà, chacun faisait sa course. Et j'ai toujours le regard à l'horizon, comme si l'horizon c'est pas la fin, mais le début de quelque chose, quoi. Et parce que j'avais mes propres rêves. Et je savais, petite, que je ne pouvais pas être comprise, en fait. Il y avait cette dimension que je savais que je ne pouvais pas tout dire. Je devais garder un pan de ma folie, de mes rêves en moi, pour que ça puisse se réaliser. Clairement, par exemple, les championnats de France, jamais je gagne sur le papier. Sur le papier, je suis 8e, je crois. Et juste avant de rentrer dans la chambre d'appel, mon entraîneur, on s'est bien entraîné toute l'année, je lui dis, tu sais, je vais gagner. Et il me dit, écoute, si tu fais le podium, c'est bien. Donc il devenait blanc à chaque fois parce que c'était des perceptions que j'avais et je savais que j'allais gagner. Et je ne savais pas, mais je savais. Et de toutes les façons, pour moi, la solitude, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de... Mais ça, encore une fois, c'est la petite fille. Hein. J'ai toujours perçu cette dimension de marcher seule, en fait. Vraiment, d'ailleurs, la chanson de Goldman, elle percute chez moi, mais parce qu'elle est très spirituelle, quelque part, au fond, cette chanson, parce qu'elle amène cette dimension d'aller dans la paix dans le vide, quoi. C'est cette harmonie des inverses comme ça que quand tu vis des choses, quand tu crées un silence en toi, il y a tout qui
qui s'alignent. Et du coup, tu sais que ce que tu vas faire, c'est juste. Donc, tu n'as plus besoin du regard de l'autre, de ce que va penser l'autre. Et ça, évidemment, je l'ai nourri avec le temps, mais c'est ça, c'est solitaire. Elle avait confiance en elle, Nadia? Ouais, je crois que c'est la confiance, je l'ai toujours eue, parce que c'est cet attachement à Dieu que j'ai depuis toute petite. Donc ça, c'est... Il était là? Il a toujours été là. Éclairé. Ah ouais, c'est quelque chose que depuis que j'ai 4-5 ans, c'est quelque chose qui est très installé en moi et qui fait que c'est particulier, mais j'ai toujours eu confiance en cette énergie divine et qui m'a jamais lâchée d'ailleurs, même dans des périodes très difficiles, jamais. En revanche, il y a les oripeaudes, il y a l'éducation, il y a la culture qui d'un côté vous amène un socle, une stabilité, puis en même temps elle vous attache des peurs, des croyances, un système de croyances qui fait que ça, par contre, il faut aller casser ça. Et surtout quand on devient maman, on voit dans le regard de votre enfant que ce qu'il fait, ça résonne chez vous, donc je me dis, ok, faute. Moi, souvent, ce que je disais à mon fils, même quand il y avait une faute, je lui disais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, pas aligné, pas bien, pour que tu puisses faire ça. Donc je lui disais pardon. Et donc, parfois, il me regardait comme ça, petit, et il me disait, ok, donc, et on en discutait. Et vous pouvez être sûr que le problème, il ne se reproduisait pas 2 fois. Ouais. Parce qu'il y avait ce truc de non-culpabilité que je ne voulais pas assigner à mon enfant. Et donc, évidemment qu'il y a une perception comme ça je dirais, peut-être un manque d'assurance du fait que, typiquement, moi, par exemple, je deviens musicienne très autodidacte, de manière autodidacte, mais je ne fais pas le conservatoire. Oui. Donc, quelque part, on se dit, alors longtemps, c'est un mot que j'aime pas, le mot légitime, là, j'aime pas ce mot-là, mais évidemment, quand t'as pas appris, quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, et donc tu as tendance à mettre sur un piédestal l'autre, parce que toi, tu peux pas, mais pas parce que tu n'as pas la capacité, c'est juste que tu n'as pas eu les mêmes codes, et... En revanche, moi, j'ai tout le temps... Moi, j'ai la chance d'avoir une maman quand même... c'est une force de la nature aussi. Donc, je crois que je tiens aussi beaucoup d'elle. Et il y a un mot qui sonne comme un leitmotiv, c'est le mot courage, en fait. D'ailleurs, dans le mot courage, il y a le mot cœur. Et ma grand-mère aussi... Et rage. Et rage. Mais la rage dans le cœur, c'est quelque chose de très salvateur. C'est pas... Il n'y a pas la rage colère, il y a la rage qui te dit ça, c'est des limites qui sont illusoires. Ouais. Donc ça, tu peux y aller, quoi. Et donc il y a cette notion d'aller avec et pas aller contre. Ouais. Donc quand je te parle d'éducation, c'est-à-dire que moi j'avais tendance à y aller et puis comme un buffle en fait. Ouais. D'ailleurs je suis un peu buffle, mais c'est ça, et essayer d'apaiser ce truc, de quoi qu'il arrive, aller au-delà, mais d'y aller avec. C'est plus la même chose. Tu évoques papa et maman. Alors on y va justement. Ouais. Maman, ouais. Yamina, ouais. nourrice, oui. orpheline, ta maman. Ouais. Ouais. Et papa, Mohamed, qui était ouvrier dans le bâtiment. Ouais, c'est ça. Ils ont été quoi pour toi, tes parents, quand tu étais enfant? Mes parents, ils ont été des personnes importantes, très importantes dans le sens que ils ont donné l'essentiel de ce qu'ils pouvaient, de ce qu'ils étaient surtout.
d'un côté, un papa qui, dans l'abnégation et dans la nécessité de travailler, et il a travaillé toute sa vie jusqu'à sa retraite. Donc moi, j'ai jamais vu mon père dormir jusqu'à 9 h du matin, par exemple. Mon père, c'était 5 h du matin. Et même là, ils ont 90 ans. Ils se lèvent à 8 h. Hein, et ils ont leur rituel de prière, de tout ça. Mais ce qui est très sportif, franchement, pour des gens de leur âge. Et puis ma mère, alors c'est assez impressionnant pour des gens qui sont arrivés en France ne sachant ni lire ni écrire et faire comme si tout était normal en fait. Et d'arriver à élever une famille de 6 enfants, d'assumer les tâches, de jamais se plaindre en fait. Ça, c'est quand même une qualité qu'ils nous ont transmise. Donc, moi, je vois dans ma famille, chacun est autonome, quoi. Il y a personne qui aurait une attitude comme ça, de se plaindre. Ça c'est vrai, c'est un dénominateur commun. Là, je t'en parle, je viens de me rendre compte qu'on a ça en commun, quoi. Il n'y a pas de victimisation. Ah, rien du tout de ça. Ça c'est vraiment c'est le socle. Et puis, comme je dis, en Algérie, mon père était berger et ma mère, elle travaillait la terre. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus noble, quoi. Parce que, et d'ailleurs, aujourd'hui, je touche ma tête, mais ils sont en excellente santé. Enfin, c'est des gens très vaillants. Et c'est l'essentiel, en fait. C'est des choses. Ils nous ont communiqué quelque chose de simple. On a eu une culture de foi, évidemment, mais chacun perçoit, puisque c'est une perception très personnelle, en fin de compte, intime. Mais ouais, ils nous ont donné un équilibre, en fait. Donc ils viennent d'Algérie, ils arrivent en France en 1962, une famille modeste. Et pendant ton enfance, tu vas souvent repartir en Algérie en vacances, riche de ces deux cultures qui coulent dans ton sang. Tu dis, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance là-bas. J'ai des souvenirs légers de chansons, de partage, de dîners à la plage, en famille. Tu portes en toi ces deux pays ? Oui, complètement. Bah oui. Je suis née en France. J'ai des souvenirs aussi de joie, de fraternité, d'amitié. Et puis aussi de souvenirs avec ma famille en France. Mais c'est vrai que, en fait, à la maison, il fallait qu'on parle l'algérien. C'était des codes que mes parents mettaient. Alors, ils nous disaient dehors, c'est français, français, français. Il n'y a pas, tu commences à faire ton truc là. Tu respectes le professeur, tu rentres, tu dis bonjour à la maîtresse. Moi, je me souviens comme si c'était hier. Hein. Il y avait vraiment ce truc où maman, quand elle nous emmenait à l'école, elle venait nous chercher à 11h30. On avait le repas sur la table. À 1h, elle nous tirait les cheveux avec ma sœur, elle nous faisait les queues de cheval et tout ça. Elle nous mettait le petit mouchoir en tissu bien repassé avec de l'eau de Cologne et tout ça dans nos poches. Et elle nous disait, attention, quand tu rentres en classe, tu dis bonjour. Je dis, non mais maman, on ne dit pas bonjour, je l'ai vu ce matin. On peut pas elle dit, tu redis bonjour. C'était vraiment et c'était les seuls mots pratiquement qu'elle connaissait. Parce que maman ne parle pas français. Bonjour, ça va. Moi, pas parler. Voilà, donc, quand même, il y avait... ça, c'est resté ancré dans chacun de mes frères et sœurs. Tu as évoqué tout à l'heure cette expression que j'ai notée également, l'harmonie des inverses. Ouais. C'est justement ce qui semble te définir depuis petite fille, avec un cœur en France et l'autre en Algérie. Toi, la petite fille de confession musulmane, qui a été éduquée dans une école catholique, riche de ses différences. Quand maman devait aller voir un médecin, c'était Madame Fernandez qui nous gardait.
Il y avait Madame Brisset, la oui. Française typique avec son berger allemand. Ouais. On ne faisait pas de différence, c'était le vivre ensemble. Ouais. Et quand mon père est arrivé, il allait prier à l'église. Ouais. Le prêtre lui avait ouvert la porte car il n'y avait pas d'autre lieu pour prier. On ne compartimentait pas tout. Ah ouais, mais quand j'ai parlé de ça, mais on m'a dit, mais dans quelle vie? Et je lui dis, non, mais ça, c'est pas ce que je rêverais. Parce qu'il y avait vraiment, je dis, ça, c'est ce que j'ai vécu dans ma chair. Donc oui, l'altérité, c'est ça. On nous a appris d'aller au-delà de nos différences et de vivre ensemble. Il n'y avait pas de ces notions de qui prier qui et comment. Chacun faisait ce qu'il avait à faire chez lui et on se retrouvait tous ensemble. Et c'est pour ça que je suis très attachée à cette notion de vivre de cette expression qui est devenue un peu à la mode, mais ce vivre ensemble, il a existé vraiment. Et parce que, et ça a été une vraie richesse. Moi, la meilleure amie de ma maman, c'était Madame Richard. Madame Richard, elle passait, elle venait prendre le thé à la maison, je me souviens d'elle très bien. Et cette altérité, elle était une évidence. C'était une évidence. C'était pas une histoire de. C'était au contraire. Je me souviens que le dimanche, c'est maman qui faisait le couscous. Madame Zitoun, qui était au deuxième, elle faisait le couscous au poisson le vendredi. Madame Fernandez, elle faisait son bacalhau, ce truc portugais avec le poisson. Et Madame Brisset, elle venait, elle tapait dans toutes les assiettes. Parce que, et en plus, elle nous gardait, et elle fumait ses gitanes et tout. Donc, imaginez pour une famille musulmane qui, c'est vraiment, hein, mes parents ont toujours la prière, donc vous rentrez chez eux, c'est un peu comme dans les familles traditionnelles chinoises, vous rentrez chez eux, vous enlevez vos chaussures, parce que ça prie, vous pouvez manger par terre. Tellement. Et bien, Madame Brisset, elle venait, elle lui amenait son cendrier. Tiens, fume là, ma mère, elle pouvait pas saquer l'odeur. Et ben, elle ouvrait, elle dit bon, tiens, ouvre la fenêtre, mais fume, oui, pas de problème. En fait, il y avait vraiment cette idée d'accepter l'autre, quoi. Voilà. Mes parents avaient une capacité à aller vers l'autre, à ne pas avoir peur. Le dimanche, on était tous ensemble, on vivait tous ensemble. Aujourd'hui, on est revenu en arrière. Ouais. L'harmonie des possibles. Toi, la petite Nadia, à 11 ans, classe de 6e, tu es sportive déjà, mais c'est ta prof de sport qui te repère. Une certaine Madame Mailleux, Janine Mailleux, qui se dit, Nadia, elle pourrait faire de l'athlétisme. C'est ça? C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé, vraiment. C'est qu'elle me voit courir en cours de PS et elle voit que je cours un peu plus vite que celles qui sont là, inscrites en UNSS, donc l'Union nationale du sport, et en club. Et donc, et elle voit, elle sait que je suis d'origine algérienne et elle me demande mes origines parce qu'elle avait vécu 30 ans au Maroc, elle. Et c'est marrant parce que Madame Mailleux, elle m'a recontactée. Non. Elle a réussi à avoir mon numéro via mes parents. Et je suis en contact avec elle en ce moment. Elle a 94 ans. Incroyable. Et elle a une énergie incroyable. Elle n'a pas changé. Et je lui dis, vous avez été un phare pour moi parce que je suis allée chercher chez elle. Bon, elle était ça, justement, cette rigueur, cette autorité qu'elle avait. Pourtant, à la maison, c'était déjà très rigoureux. Mais je voulais en fait, elle m'a apporté une autorité avec une écoute, avec de la douceur, avec ce qu'il n'y avait pas à la maison, en fait, je dirais, dans l'esprit de la connaissance. Parce que Madame Mailleux, sachant lire, sachant écrire, sachant... enfin, tout ce que ma maman n'avait pas, en fait, j'allais puiser ça chez elle. Et d'ailleurs, elle avait, pour convaincre mes parents de me laisser faire du sport, parce que ma mère ne voulait pas. Hein. C'était l'école. Et donc, elle lui avait dit, écoutez, si elle a des lacunes en maths,
Et ben, avant de l'entraînement, je prendrai 1 heure et je vais lui mettre. Elle m'avait mis une table dans le gymnase et je me tapais des maths avec elle. Et elle avait pris 1 heure de son temps pour. C'était le deal avec mes parents. Et donc, elle m'a dit, tu seras championne. Et la première année avec elle, on a fait les championnats de France UNSS. Ouais. Le 4x800, on a été championne de France Benjamin, en Benjamin, avec le collège Arche du Lude, à jouer les tours. Voilà. Énorme. Et donc, l'année d'après, on passe minime. Et elle me dit, les filles, ça sera 4x1000. Et elle ne nous a pas lâchés. Et moi, elle savait que, d'ailleurs, on en a parlé pendant longtemps. Je lui dis, en fait, ce que vous m'avez apporté, je dis, Madame Mailleux, est-ce que vous vous souvenez de cette barre que vous me passiez comme ça en douce? Elle m'achetait des barres, vous savez, les barres énergétiques à l'amande. Ouais. Bah, elle savait que moi, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer. Pour mes parents, tout ça, c'est du superflu. Dans mon sac, elle me disait, bah, prends une pomme, prends une banane, mais il n'y avait pas de barre énergétique. Et ben elle, par rapport aux autres filles, elle me glissait toujours des petites choses parce qu'elle savait. Et d'ailleurs, ça m'a émue la fois où on en a parlé parce que je lui ai dit, vous saviez beaucoup de choses, mais vous n'appuyez pas là où ça pouvait faire mal. Et donc, vous faisiez comme si de rien n'était, Madame Mailleux. Je la vois, à chaque fois, elle me dit tutoie. Non, je lui dis je peux pas. et je lui disais en fait, vous faisiez en sorte que voilà, c'était. Je sais, mais voilà, on n'en parle pas. Et ça on ne rabaissait personne. Non, mais vraiment. Alors, parce qu'en plus, alors moi, les filles qui étaient dans le relais. Les parents, ils étaient H24 là. Alors moi, j'étais vraiment, le côté solitaire, voilà. Et moi, quelque part, je me dis, alors d'un côté, quand on a 10 ans, on se dit, mais tes parents, ils viennent pas te voir courir? J'ai dit non. Mais pour moi, c'était normal en fait. Mes frères et sœurs, non, chacun avait son truc. Et même quand je suis arrivée plus tard dans la musique, on m'a dit, mais non, en fait, c'est mon chemin. En fait, c'est un chemin d'initiation. Ouais. J'ai compris ça il y a pas longtemps. Mission de vie. Ben oui, il y en a qui font des retraites, il y en a qui rentrent dans des, je sais pas moi, dans des ashrams, il y en a qui... Et ben moi, mon initiation, ça a été ouais, on va dire que il y a 14 étapes dans une initiation, je crois. Hein. C'est même dans les mythes, c'est 14 années. Et 14, c'est aussi le chemin de croix du Christ, c'est aussi l'ascension du prophète. L'ascension, c'est 14 étapes. Hein. Et en fait, c'est universel tout ça, c'est intemporel et ça marque l'histoire de l'humain en fait. Et moi, je vois le moment où je décide de mettre un coup de frein à main à la carrière médiatique et tout ce qui se passe, parce que je veux me concentrer sur ma place de maman, de chef de famille, de profiter de ma famille. Et ben, je sais quand je me dis j'arrête, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Et même si au fond je me dis je vais revenir dans 2-3 ans, je vais refaire je travaille toujours plus ou moins. Donc j'ai une maquette par-ci, une maquette par-là. Je me dis allez, dans 2-3 ans je vais rebalancer, je vais retenter, Eh ben non, ça a mis 14 ans. Voilà. Et c'est le 14 qui m'a fait, je me suis dit, là, cherche pas, la chronologie, ça dépasse, le temps, mais tout est millimétré, quoi. Incroyable. Ah ouais, c'est... Tu crois en un message de vie? Tu penses que... Ah oui, on a cette capacité à communiquer. Moi, la transmission, c'est autre chose. Je crois que la transmission, elle est liée à la tradition. D'ailleurs, tradition, c'est tradérer, c'est transmettre. Donc, il y a quelque chose d'inhérent à la transmission qu'on peut faire ou qu'on est en mission de pouvoir faire à un moment de vie où ça nous dépasse, où c'est l'heure, en fait. Il y a une histoire de, comme on dit, même en arabe, il y a une phrase, il y a un mot qui dit le waqt. Le waqt, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ouais. Voilà. Et je crois que oui. Alors, il y a des gens qui ont la connaissance,
mais vraiment quand je parle de connaissance, c'est d'expérience, expérientielle d'ailleurs, cette notion d'épreuve à travers le vécu et d'y comprendre une leçon et de pouvoir la donner. Et puis il y en a qui ont cette action de réalisation, mais qui n'ont pas la capacité à transmettre ça. Et en général, malheureusement, on pense que ces personnes sont folles, mais elles sont loin d'être folles et elles sont vraiment, d'ailleurs, parfois on peut les rencontrer et ça se voit dans le regard. Moi, vers chez moi, j'ai une personne qui est dans la rue, moi, à travers le mendiant, je vois Dieu. En fait, je le vois. J'arrive à percevoir cette dimension de ce qu'est la vie au plus profond. Et il s'appelle Jacques. C'est pas quelqu'un qui va vous demander une pièce. C'est pas quelqu'un qui va vous dire j'ai faim. C'est pas quelqu'un. Par contre, il vous regarde. Après, vous avez le choix de vous arrêter ou pas. Moi, je me suis arrêtée. Et on a commencé à discuter, il a commencé à me parler de la Bible, mais de tel apôtre, mais sur la noblesse de la vie, de l'attitude verticale à avoir. Et là, il se passe des choses. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est en ce sens que, à mon âge comme ça, j'aime prendre le temps et je vois la vie comme un cadeau, quoi, vraiment. Et tes chansons sont des prières aussi. Ouais. Pour les autres. Ah, ouais, bah ça peut être pris comme ça, ouais. C'est une aide, en tout cas, ce qui revient de manière récurrente, c'est merci pour tes chansons, merci pour les messages, merci pour la force, en fait. C'est vraiment ce mot qui revient au travers des chansons, ouais. Et la petite Nadia, qui donc cumule les victoires de sport, en 90 à 15 ans, championne de France junior du 800 mètres. L'année suivante, à 16 ans, tu décroches à nouveau le titre. Tu te dis quoi? La gagne, pour toi, c'est une reconnaissance, c'est un premier pas vers la réalisation de ces rêves que tu savais en toi, que tu connaissais en toi et que tu voulais montrer au monde? Ça fonctionnait comment pour toi? Non, c'était pour me montrer à moi-même, surtout. À toi-même, d'abord. Ouais, c'est toujours. Bah oui, parce que je me dis, si ça ne me le fait pas à l'intérieur de moi, comment je peux faire résonner quelque chose à l'extérieur? Ouais. En fait, là, je le nomme, je le dis avec des mots. Petite, je ne le savais pas. Non. Mais par contre, je le faisais pour moi. Mais en tout, en fait, tout ce que je fais, c'est pas égocentré. Alors évidemment, tu parles avec des gens, non, c'est savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est juste et comment. Et ça, c'est des discussions même que j'avais parfois avec une de mes sœurs, parce qu'elle me disait, ouais, tu as quand même cette chance de savoir ce que tu voulais faire. Mais au-delà de savoir ce que je voulais faire, je lui disais, c'est que j'étais animée, en fait. Voilà, c'est toujours cette notion d'être animée, au-delà de dire, bah, j'ai envie de faire ça ou ça. Non, en fait, c'était pas quelque chose d'extérieur. C'est ça, avoir la foi. Et ouais, mais je crois, ouais. Ouais, je crois que c'est tu ça. ne nommais peut-être pas forcément à l'époque. C'était en moi. D'ailleurs, pour revenir à Madame Mailleux, parce qu'elle m'a dit ça il y a récemment, elle me dit, mais tu sais que pendant ces championnats de France de Benjamin, pour éviter, elle m'a dit, je ne sais pas si tu te souviens, pour éviter que vous vous baladiez trop à gauche, à droite et que vous couchiez tôt, je vous avais emmené dans une église pour vous faire une petite balade, c'était à Caen, je me souviens. Et elle me dit, bah, tu es la seule à m'avoir posé la question, lui c'est qui, elle c'est qui, et tu t'étais arrêtée à Marie, voilà. Et pourtant, mes copines étaient de confession chrétienne. Et donc, il n'y avait pas de... Elle me dit, tu étais la seule à poser des questions sur ça. Donc, il y avait... un lien déjà. Un lien déjà, ouais. Et tu vas intégrer l'équipe de France d'athlétisme, participer à des compétitions internationales. Il faut dire que dans la famille, le sport, c'est un peu en infusion, non? Ouais, à l'époque, Kader, ton frère, est déjà un champion de boxe, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est champion de France, oui, et champion du monde de boxe française. Ouais.
Et, Quadruple champion de France dans les moins de 74 kilos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va la famille, hein? Ouais, c'est ça. Et mon frère aîné était entraîneur de boxe anglaise et mon autre frère a fait un peu de kick. Ma sœur aînée a fait du handball à un super niveau et Malika qui a pas fait vraiment de sport en club, mais c'est une vraie montagnarde. Elle fait des randos de folie. Et c'est marrant parce que ça me vient là, maintenant, le sport. Tu sors, tu expulses cette puissance physique que tu as, et toi tu vas aller plus loin. Tu vas l'incarner en chanson. C'est-à-dire que cette force physique, elle va sortir par ta bouche, par tes sons, et tu vas tout faire exploser, et c'est parti. C'est une histoire de ring. C'est une histoire de victoire de l'esprit sur le corps. C'est de dire que tu crois que, d'ailleurs, c'est des discussions que j'ai avec même des athlètes de haut niveau, où ça se discute, mais les gens pensent que ça se passe au niveau du mental, mais pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Vous mettez 2 big champions, ce qui fait la différence, il y en a un qui va être, s'il a le malheur d'aller sur le mental, qui va lui dire « ouais, tu peux, et tu peux, et tu peux », mais il y a un moment, l'ego qui est lié au mental, il te fracasse la figure. Il t'amène loin jusqu'au moment où il va te faire descendre. La différence, c'est la transcendance. C'est l'autre, s'il a la foi. C'est l'histoire de Mohamed Ali. C'est l'animation qu'il a en lui. Il sait, et c'est pour ça que il a tout ce truc de dire je suis, et c'est tout un showman, machin. Mais par contre, il sait, parce qu'il a cette connexion pure intérieure qui va au Kinshasa, vraiment, il sait qu'il va gagner et il gagne. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est pour en revenir à ces histoires d'expulser ça au travers la musique. Moi déjà, mon entraîneur, quand j'avais été championne de France sur 800 mètres, je lui avais dit, moi de toute façon, je ferai une musique pour le sport. Mon rêve, et je ferai un hymne pour le sport. Ouais, il m'a dit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chanteuse, même d'origine maghrébine, à la télé. Donc, j'étais dans mon environnement où j'étais censée être bien. Moi, je ne cachais pas que je chantais. En fait, je chantais dans les bus, j'allais... dès qu'on ne gagnait pas, je faisais un petit truc de Whitney Houston. On me disait, ouais, dans tes rêves, allez, vas-y, reste, va à l'INSEP, va t'entraîner. Personne. C'était ton rêve, en fait, la chanson. Oui, j'avais 5 ans, je savais, en fait, dans mes rêves réels, je dormais et je me voyais sur scène avec plein de gens. Tu vois, je voyais des artistes très connus que j'ai fini par croiser, voir, discuter. Et d'ailleurs, j'en parlais avec ma sœur, elle dit, pourquoi tu fais des rêves comme ça? Pourquoi moi, je ne fais pas des rêves comme ça? Et je dis, je sais pas, mais j'ai rêvé de ça. Et donc, je savais. En fait, même quand ça paraissait vraiment très difficile au début de la carrière, parce que pour des choix musicaux et très exogènes par rapport à ce qui se passait à l'époque, on me faisait croire qu'à la limite, c'était mort. Mais je disais, mais non, en fait, c'est ça qui va exister et qui va perdurer. Et l'entraîneur, et d'ailleurs, des années plus tard, parce qu'il avait été interviewé, et il avait dit, mais ça ne m'étonne pas d'elle, parce qu'en fait, elle lâche pas l'affaire. On est 15 à lui dire ça, vous pouvez en rajouter 15, elle restera sur ce qu'elle a. C'est pas, décider. Tu sais, décider, dans le verbe décider, il y a le mot décéder. Et décéder c'est mourir une idée et trancher. Et la capacité à trancher, ça, je l'ai toujours eu. Choisir, c'est renoncer. Voilà, exactement. Exactement. Et ça, c'est ce qui m'a un peu... ce qui m'a permis d'avancer dans la vie et en général. Et ce qui est dingue, c'est que cette lumière-là, elle va frapper les gens que tu rencontres. Elle va frapper Madame Mailleux, qui vient te chercher en disant, cette gamine-là, je vais la sortir. Je vais réaliser un de ses rêves. Et tu as ton prof de musique qui va aussi se dire... Cette gamine-là, elle va me chanter une chanson de Johnny Hallyday. Ouais. Et tu vas exploser la baraque. Ouais, en fait, alors là, pour le coup...
En fait, c'est encore toujours des histoires de discernement, en fait. Parce que à cette époque-là, moi, je suis en sport-études et je suis qu'avec des garçons, en fait. Je suis avec des boxeurs, des footeux, des judokas. Et donc, j'ai pas ce rapport à la séduction, le truc. Non, moi, je suis avec mes potes. Et donc, quand ce prof me dit, tu vas chanter, et si tu chantes pas, c'est 0 pour le BEPC. Là, je le regarde et les gars et mes potes, ils sont là, ils me me chambrent à mort. Si tu vas pas chanter. Et puis alors, tout le monde rigolait dans la classe et tout ça. Je dis ouais. Je me mets devant. Tu sais, je voulais pas aller voir. Je me mets devant. Je lui dis je vais chanter. Et là, je chante et il me met 19. Il m'a dit je te mets 19 parce que c'est excellent. Je te mettrai pas 20 parce que c'est la perfection. Et non, mais je suis obligée de te mettre 19. Et je me souviens de ce 19. Et il m'avait pris après à part. Il m'a dit j'ai un petit groupe, est-ce que tu veux pas venir, une chorale et tout ça. Je dis non. J'étais dans le sport en fait. Mais quand même, je me suis dit, ça flatte l'ego. C'était pas aussi une manière de dire à ces gens-là, ok, vous me connaissez en sportive, je suis bonne en sport. Mais vous savez quoi? Ce que j'aime, moi, c'est à l'intérieur là. Je vais vous sentir. Franchement, non. C'était quelque chose pour moi qu'on m'avait pris en fait. Parce que et c'est exactement le même sentiment, c'est marrant, ça appuie sur un truc, c'est que quand j'arrive à Paris des années après et qu'on me propose Graines de Star, je veux pas la faire l'émission. Et en fait, la fille qui m'héberge, qui est une amie, et qui me dit, ouais, mais à un moment donné, elle me dit, attends, c'est une nouvelle émission, ça vient de commencer, vas-y, ça va te faire connaître. Je dis, non, mais moi, j'ai pas envie d'être connue. Moi, je veux être reconnue pour quelque chose que je vais laisser. Donc, je veux apprendre mon métier. En fait, je veux apprendre. Apprendre, c'est être en studio, me tromper, créer un répertoire, rencontrer des gens. Laisse-moi du temps. Et moi, j'ai pas envie. Et elle me dit, de toute façon, tu n'es pas capable. Ah bah là, elle dit la phrase qui... Et là, je lui dis, donne-moi ton adresse. Donne-moi l'adresse. Je ne suis pas capable. Bon, j'ai 20 ans. Donc, l'ego, il monte. Et je lui dis, la non-capacité, donne. Donc j'y vais. Et c'était dans le 18e. Je me rappelle, il y avait une queue dehors de gens qui attendaient. Et donc ça arrive à mon tour. Et j'entends des mecs chanter du Otis Redding, des gens qui font du Cafcons. Je dis, mais laisse tomber. Moi, j'avais jamais chanté ça. Jamais de ma vie, quoi. Surtout jamais devant les gens, quoi. Et en plus, on me dit, tu vas chanter ça. Alors là, j'ai dit, vous me laissez apprendre la mélodie, parce que c'était France Gall, musique de France Gall. Et alors que moi, j'étais avec mes trucs à la Whitney Houston, des trucs un peu anglais pour justement porter la voix, etc. Non, on m'a dit, tu feras ça. Donc j'ai fait un truc. Bon, je me suis dit, vas-y, t'as peut-être un peu parlé trop vite. Et au moment où je rentre chez ma pote, elle me regarde, elle me fait un grand sourire. Elle me dit, devine qui m'a appelée? Je lui dis non, Thierry Ardisson. Le producteur. Et elle me dit, t'es prise pour l'émission. Il dit non, j'y vais pas, je le fais pas, je mets n'importe quoi. Tu t'en foutais du résultat en fait. Ah, mais j'étais capable de le faire. Voilà, c'est ça. Et en fait, surtout, c'était pour en revenir à... je voulais pas qu'on prenne ce truc-là tu vois, tu me parlais de confiance tout à l'heure, c'est pas une sorte... C'est un manque d'assurance que j'avais à l'époque qui était légitime dans le sens que... Tu as commencé à dire, on m'a volé. Oui, parce que si tu veux, c'était pour moi précipité. Je voulais pas qu'on me prenne ou me voler ce moment-là. Je me sentais pas prête en fait, tout simplement. Et comme je le fais à l'intérieur, moi je pars du principe intérieur. Je le fais pas pour montrer à un tel que je peux le faire. Et en même temps, elle me prend au piège, elle me dit, t'es pas capable. Donc là, je vois que je suis repris par ça. C'était pas ton timing. C'était pas mon timing, exactement. Sauf que il y avait un autre timing qui était prévu, c'est que je fais l'émission et je gagne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, ils me disent, là, c'est bon, tu fais un single, t'as gagné un single. Et c'était l'année avec... c'était des belles années parce que il y avait Jean Dujardin, c'était les débuts de Graines de Star. Je crois, il y avait... Exactement. Ouais, Jérôme. Tout à fait. Et
Et France Gall était ma marraine, justement. Et c'était super parce que elle m'avait dit « Ah, il y a un truc chez toi ». Elle m'a dit « Tu vas gagner ». Et voilà. Et d'ailleurs, quand on voit les images, t'as les cheveux au carré, Ouais, sage, toute ouais, sage. ouais. Alors ça, ouais. Alors ça, je n'avais pas fait exprès, mais pareil, quand je fais cette émission, moi, mes parents, ils ne savent pas que je passe en télé. Et j'avais dit à Virginie, j'avais dit, écoute, appelle ma mère quand même, préviens-la et tout ça. Elle me dit, ok. Et parce que j'étais en rupture à ce moment-là. Parce que mes parents ne veulent pas que je fasse ce métier. Donc, je pars à Paris chez une amie de la famille et je prétexte que je vais travailler parce que je loupe les minima pour être à l'INSEP de 2 centièmes. Mais il y a un destin et c'est que je devais passer là et pas là. Donc, la carrière de sport, c'est voilà. Ouais, mais je savais au fond de moi. Peut-être acte manqué, voilà, c'est ça. Et puis, bah, du coup, une fois que je gagne, elle me dit, écoute, j'ai appelé ta mère, bah, c'est pas passé. Hein. Elle m'a raccroché à la figure et tout. Ah non, c'était vraiment... Ah ouais. Oui. Ah non. Il y a une rupture. Ah non. Et ce qui a remis les choses à l'endroit, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient aligner, c'est sa voisine du dessus qui... parce que ça cartonnait ces émissions à l'époque. Bien sûr. Oh, elle lui dit, Yamina, j'ai vu ta fille à la télé. Non, mais ma fille, elle passe pas à la télé. Parce qu'il y avait quand même beaucoup les émissions de télé où soit les filles étaient très dénudées. Donc, dans sa tête, c'était l'exhibition totale, quoi. Et elle dit, mais elle avait une coupe au carré. Ben justement, pour en venir à ton expression, elle était sage, elle était super bien habillée. Mais tu délires, elle lui dit n'importe quoi, ma fille, elle passe pas et tout. Et une semaine après, elle a toqué, parce que la voisine est venue, elle m'aimait beaucoup. Et puis quand elle m'a vue, elle m'a dit, tu sais que ta maman, elle est gonflée, parce qu'au départ, elle disait non. Et puis une semaine après, elle est venue toquer pour me dire, tu l'as enregistrée l'émission, on peut la voir et tout. Donc, bon voilà. Bah, après, c'était le cap, c'était quelque chose qui était pour eux qui était trop en décalage avec la perception de ce qu'ils imaginaient. Il en a fallu du courage quand même à la jeune Nadia pour s'émanciper, pour aller contre les attentes familiales, les attentes sociétales aussi. Ah ouais. Tu étais un petit peu le vilain petit canard. Tout à l'heure, tu as parlé de Mohamed Ali, mais moi, je fais plutôt le parallèle avec Rocky. Ah oui. Rocky qui est l'outsider. Personne ne croit en lui, sauf lui. Ah oui. Commence mon épopée vers le travail et la résilience et la gagne, dignité et effort, la boxe, la victoire de l'esprit sur le corps. Ah ouais, c'est... Plus rien ne t'arrête ? Non, parce que... Le regard de tes parents ? Ah non, rien. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un chemin d'initiation solitaire, qui même des années après, quand je fais La Cigale à Paris, bizarrement, les gens de ma famille n'y sont pas, quoi. Mais c'est pas quelque chose que je vis comme quelque chose de... C'est comme l'expression qui dit pour le meilleur et pour le pire. Et ben moi je dis pour le meilleur et pour le meilleur, quoi. S'il n'y a pas de meilleur et pour le pire, c'est que quand dans la construction tu fais des choses. En fait, c'est comme si j'étais en mission. Là, aujourd'hui, ce serait différent. Tu vois, là, je vais faire le cirque d'hiver l'année prochaine. Les invitations sont ouvertes et je suis quasi sûre que toute ma famille sera là. Et il y a quelque chose... Comment ? Ils sont fiers aujourd'hui ? Oh oui, je pense qu'il y a une grande fierté. C'est qu'il y a chez nous une pudeur qui est le charme du cœur, qui est la grâce des sens. Tu vois ? C'est quelque chose que pour moi, qui est une des vertus la plus noble, la pudeur. Madame Mailleux, ton prof de sport, une autre rencontre, tu viens de la nommer, Thierry Ardisson, qui va littéralement te faire connaître du grand public. Tu seras invitée dans son émission de nombreuses fois. Toutes. C'est lui qui me l'a rappelé d'ailleurs, encore sur la dernière Salut les Terriens. Il est venu dans ma loge, il m'a dit, mais tu sais que tu les as toutes faites, les émissions.
Et c'est à un moment où les filles n'aimaient pas trop aller dans ces émissions. Et moi, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours bien aimé, adoré même, parce que c'est quelqu'un qui avait une vision, et qui a une vision, je dirais, très précise, très exigeante de proposer quelque chose à son auditeur et à ceux qui le regardaient. Et c'est une marque de respect, en fait. C'est une marque de je me fous pas de ta gueule, quoi. Et en plus, moi, quand j'y allais, je préparais. Je savais que j'allais chez Ardisson. Donc, mais ce qui m'a toujours épatée, parce que je sais qu'il te sort des dossiers de fou, mais quand il voit qu'une jeune petite fille issue d'une famille maghrébine, que ma maman s'appelle Yamina, que mon père s'appelle Mohamed, qu'elle a pris des cours d'arabe à l'âge de 75 ans, enfin, je ne sais pas où il est allé prendre ses infos, et de se dire que j'arrive de tel endroit pour arriver à un point B, lui, il appelle ça la valeur travail. Et c'était voilà, la valeur travail, il y a tout dans la valeur travail. Il y a la vie, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui s'est forgé comme ça. Donc, je crois qu'il y avait quelque chose qui résonnait. Parce que ma famille était pauvre et qu'il n'y avait pas... il y avait cette notion comme ça qui captait chez moi, cette solitude comme ça, dans une forme de labeur et que je lâche pas et qui résonnait chez lui, forcément. Et là, ta vie va changer à tout jamais. Je pouvais plus sortir, plus prendre le métro. Du jour au lendemain, j'étais reconnue dans la rue. Tu te dis quoi? Tu l'as voulu. En tout cas, tu as tout fait pour l'avoir, ce chemin-là. Maintenant, tu touches du doigt ce chemin, tu vas le vivre. Et tu te dis quoi? J'assume. T'assumes. C'était bizarre, hein, parce que j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Oui, j'ai gagné l'espèce de ferveur comme ça du public à travers le petit écran, ce qui est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais t'as rien fait. Donc on te propose de faire un single. Ce single, c'était trop cloisonné R&B. Et moi, déjà je savais pas. Dénoue mes mains, c'est ça. Oui, dénoue mes mains. Je savais pas vraiment encore nommer ce que allait être ma musique. Mais par contre, je savais que c'était un peu trop lisse pour moi à l'époque. Et donc, je dis non, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, les producteurs de l'époque, ils me disent « Ouais, mais non, il faut ça, on va tourner le clip, on fait ça. » Donc, je fais, c'est parce qu'il y a un contrat, donc je le fais. Mais je mets un grand coup de frein à main, en fait, à ce moment-là. Ouais, je dis non, moi, je suis pas partie de chez mes parents pour qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, quoi. Il y a aussi cette autonomie, cette liberté auquel je suis attachée, vraiment. Dès le départ. Dès le départ, en fait, ouais, c'est ça. Si tu es solitaire et que tu n'es pas libre, il y a un problème. Hein. Et donc, je dis non. Et tu deviens mère. Et tu deviens mère. Ah bah ouais, voilà. La vie arrive. Retour aux sources. Ah ouais. Les vrais. Les vrais, exactement. Yanis. Ouais, c'est ça. Ton fils, que tu regardes là, avec qui tu travailles maintenant. Exactement. Qui est en coulisses, hein, c'est pour ça. Yanis va naître 2 ans plus tard en 99. Et la sève maternelle fait que les créations artistiques vont s'enchaîner. Au début des années 2000, tu chantes avec ton ami Stomy Bugsy. Ouais. Aucun Dieu ne pourra me pardonner. Ouais. Tu es une guerrière dans un monde musical à l'époque très masculin. Ouais. Et puis, tu n'es pas la jolie petite nana qui sert de faire valoir à un rappeur. Non. Toi, tu veux chanter. Ouais. Tu veux créer. Ouais, tu veux porter tes titres. En 2001, changer les choses avec une nomination en victoire de la musique. Ouais, alors en plus, là, ça a été encore une bataille parce que quand la Maison 10 me remarque, ils me disent tu peux chanter un répertoire, un truc, on a un titre, et je me souviens à l'époque, ils veulent que je pose ma voix sur un titre de Claude François pour tester ma voix un peu. En fait, l'anecdote, c'est je viens chercher mon cachet d'une émission de télé que j'avais fait avec Stomy, et la directrice du label me voit et elle dit au directeur « Qui est cette fille ?»
Et il lui dit, c'est celle qui chante avec Stomy. Il dit, non, il faut faire quelque chose, il y a un truc. Et là, il me dit, est-ce que tu pourrais interpréter ce genre de titre? Et là, je me dis, là, il faut que tu t'ouvres un peu et tu donnes au moins, donne-leur de quoi tu es capable. Donc, je dis, ok, ok. Donc, je chante ce truc. C'est un titre de Claude François, qui est pas un des plus connus, mais... Ah, mais on veut le sortir. C'est génial, on adore, on met le paquet. Je lui dis non. Mais attends, je comprends pas. Tu veux chanter ou pas? Ben oui, je veux chanter, mais je veux chanter mes propres chansons. Pas ça. Voilà, pas ça. La copie de l'original, je vois pas l'intérêt de... Je sais pas faire ça, moi. Si, la preuve, c'est super. Non, c'est pas ça que je veux faire. Et donc là, je lui dis non, mais moi, c'est un répertoire. Je veux des compositeurs, je veux un réalisateur, je veux une équipe, quoi. Et donc, le DA va voir la directrice du label, elle dit, non, elle est têtue, elle veut un répertoire. Crée-lui un répertoire. Comme ça, crée-lui un répertoire. Tu te démerdes, elle lui dit, machin. Ils te veulent. Et donc là, me voilà avec Changer les choses. Et puis une équipe qui était top à l'époque. On avait pu faire 2 super clips, des chansons vraiment réalisées avec des vrais compositeurs. Et voilà, donc à l'époque, on avait vendu 40 000, ce qui n'était pas... Il n'y avait pas eu de reconnaissance commerciale, mais il y avait une reconnaissance médiatique, on va dire. Tu perçais, ça y est. Ouais. Ton nom était non plus affilié à l'émission, mais à Nadia comme indépendante artiste en tant que telle. Et en 2004, la sortie de l'album 16-9, Parle-moi, et c'est parti, Si loin de vous. Et là, tu deviens en tête des classements. Ouais, parce que je sais qu'à un moment, l'ineffable va arriver et qui va m'apporter la personne. Mais quand je dis l'ineffable, c'était sûr. Parce que juste avant, on me propose encore, on était prêt à me rendre mes contrats, vraiment, à force que j'enregistrais, puis je disais non. Non. On m'appelait la fille qui dit non, en fait. Tu n'avais pas peur? Ah non. Tu te disais pas, j'étais je suis foutue si déter. Elle est là, la détermination. Wow. De toute façon, on est là pourquoi? Si ce n'est pas cette chose qui est pas compliquée en vrai, qui est un peu complexe, mais on est là pour se déterminer en tant qu'être. J'adore. C'est pas. Non, mais sinon, c'est pas. Non, mais c'est facile de dire ça aujourd'hui quand tu t'appelles Nadia, mais à l'époque, quand tu étais à peine dans le flow, mais je vous dis, de dire non à ça, alors que tu savais que tu allais gagner des millions avec ça. Ouais. Et puis j'étais seule avec un enfant aussi, donc j'étais mère de famille et tout ça, mais j'avais ma force, mon fils était ma force, parce que ça me... Et puis non. Et on m'a dit, quand un oui? Je dis non, mais là, non. Et donc là, j'ai compris que la seule chose qui allait arriver et qui allait me donner ce top départ, c'était l'ineffable. Ben oui, c'était pour être que lui. C'était pas Pierre-Paul Jacques. Et là, son 06 direct. Ah, mais ça, c'est des connexions qui sont très puissantes. Et je te dis ça parce que pourquoi? Parce que 3 mois avant, j'ai un compositeur très très connu on me propose de faire des chansons avec lui. Donc, en vrai, comme me dit là les gars avec qui je bosse encore depuis 20 ans, on me dit mais n'importe quelle chanteuse aurait dit oui, quoi. Dans le sens cette personne était très bankable à l'époque, elle cartonnait partout, toutes les chansons qu'elle diffusait, elle était et franchement, il a fait des très très belles chansons, mais ça me le faisait pas intérieurement. Donc j'ai refusé. C'était pas pour toi? C'était pas pour moi, tout simplement. Ton univers? Non, c'était pas ça. Et donc là, on m'a dit écoute, on va te rendre tes contrats. J'ai dit écoutez, avant de me rendre mes contrats, vous devez juste un album, quoi. Contractuellement, vous me devez un album. Et donc c'est resté, ça a été un peu la traversée du désert, hein, parce que c'est ça, on va parler de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, la maison 10, statu quo, voilà. Et là, je prie, mais je sais qu'il va se passer un truc. Et là, 3 mois après, il y a
il y a le DA de Sony qui, je ne sais plus pourquoi, je dois passer dans son bureau et j'entends un son. Je dis, c'est quoi, tu peux me faire écouter? Et il m'a dit, non, alors oublie, cette musique, le mec, c'est un fou, il la donnera pas. C'est son bébé, machin. Maintenant, je peux essayer de t'avoir un rendez-vous avec lui si tu veux. Peut-être qu'il te fera un truc, mais voilà. Je dis, je veux rencontrer ce mec et tout. Et là, j'ai dit non, ça. Et j'entends en fait le beat de Parle-moi, en fait. J'entends quelque chose de très martial, très hip-hop, dans l'environnement musical. Les mesures. Et tout de suite, je me sens portée par le truc. Et il me dit non, oublie. Et donc, je finis par rencontrer Thierry. Et donc, du coup, et lui, il est quand même porté par des préjugés de le premier album que j'ai fait. C'est que pour lui, la voix, elle n'est pas assez poussée, c'est musical, mais c'est pas... Et il me dit, franchement, ce titre-là, il faut vraiment... il faut quelqu'un qui porte... là, c'est vraiment... C'est Xena la guerrière, quoi. C'est faut aller chercher... et il n'entendait pas ça dans ma voix. Donc, il avait des doutes, évidemment. Et il m'a dit, bon... non. Et donc j'ai fini par mettre un petit coup de presse. Je suis allée voir la directrice du label. Je lui ai dit, écoute, là, je te dis, ça, c'est ça que je veux faire. Donc, tu appelles son éditeur, tu vois comme tu peux, mais ça, je veux bien le faire. Je veux absolument tester ma voix là-dessus. Et donc, à ce moment-là, elle appelle son éditeur. L'éditeur met un grand coup de pression à Thierry. Et là, il me dit, bon, ok, tu viens tel jour, t'enregistres. Et donc là, je tente mon truc, sauf que je me foire un petit peu. Et il me dit, c'est très très exigeant, hein, le gars. Et j'ai dit, ok, laisse-moi un mois. Et il n'y croit pas, en fait. Et il me dit, ok, mais on perd du temps, tu vois, parce que moi, j'ai une idée. Puis il était parti dans des sons très 16/9, très cinéma, très... je lui dis, laisse-moi un mois. Je m'enferme chez moi. Et tous les jours, je travaille tous les jours. Seule. Je fais ma voix, je fais mon sport. Sport, voix, sport, voix. Je me souviens de faire des pompes à 4h du matin aussi, pour être dans un état... En fait, tu te mets dans un état de ce qu'est la chanson, en fait, de guerre intérieure. Parle-moi de tes guerres, parle-moi de tes droits, Ouais. Parle-moi de ce père qui te bat tant de fois, Ouais. Parle-moi de tes peurs, parle-moi, Ouais. je te crois. Ouais, voilà, cette phrase, je te crois, c'est ce lien, hein, justement, avec l'ineffable aussi, cette confiance que je retrouve dans le regard des gens en concert. Hein. Et un mois après, tu sors de chez toi, t'ouvres la porte. Et je me souvenais même pas comment j'étais habillée. C'est lui qui me raconte ça des années après. Il me dit, t'étais en treillis militaire. Marcel. Et il m'a dit, t'es rentrée. Il m'a dit, je te jure, Nadia, il m'a dit, j'ai vu à ton regard. On se connaissait pas, hein. Et il me dit, mais un laser, mais t'étais focus. Tu vois, se concentrer, aller vers le centre. Toujours. J'étais avec, et j'ai dit, ok, on y va. Pas one shot. Et là, il fait réécouter à son frère qui est aussi dans la musique, qui réalise et tout. Il dit, c'est qui la nana? Il dit, c'est Nadia. Non, il dit, c'est pas la petite nana. Ouais, vraiment. Ah ouais. Et là, il lui dit, si, c'est incompréhensible. C'est Walking Dead, c'est voilà. Et il me rappelle 3 semaines après quand même. Hein, il me dit pas oui tout de suite. Hein. Donc je suis chez moi, je me dis de toute façon là, j'ai tout donné. Ah ouais. Ça passe pas. Et j'ai 0 remords, rien, tu vois. Il m'appelle, il me dit ouais, c'est bon, on va y aller. Et quand on le fait, je me souviens, j'étais en studio et j'ai eu un flash. J'ai dit on va rentrer numéro 2, les gars. J'en suis sûre. Il me dit allez, lancez les paris. Et on est rentré numéro 2 des ventes.
tout de suite. Et ensuite, tout de suite, on a profité de faire, c'est que justement, moi, je lui ai dit, c'est de rentrer dans l'univers du sport à travers les sons qui sont déjà, c'est très martial de par les beats, de pouvoir incarner à travers l'histoire de Rocky. D'ailleurs, quand on a fait ces parties, on s'est tapé le Rocky 1, 2, 3, 4, et puis je mangeais comme un boxeur, je m'entraînais comme un boxeur. En fait, j'ai cette nécessité à rentrer là, entre guillemets, dans le personnage de ce que va être la chanson, parce que c'est il y a cette notion de ne pas vouloir tricher, en fait, de ne pas être en décalage. La vie semble nous rappeler toujours de se recentrer sur l'essentiel. Tout n'est qu'éphémère. Et après cette victoire que tu as arrachée avec tes dents, en 2008, la sortie de ton album En électron libre, 10 ans de silence. Ouais. Après le ramdam que tu as vécu. Ouais, c'est ça. 10 C'est ans vraiment de silence, le terme. Ouais. Où là, tu rentres à nouveau chez toi, un double tour. J'étais arrivée au bout d'un processus de création. Je n'avais plus d'histoire à raconter. J'avais fait le plein de joie, d'émotions pour des années. C'était un choix délibéré. Un nouveau coup de frein pour m'occuper des miens. C'est quoi, Nadia, là ? C'est quoi cette espèce de, de je furie crois que... Mais tu sais, tu vois, l'ascétisme d'un artiste, on parlait des harmonies des inverses, des contraires, la paix des inverses. La sincérité, c'est d'aller puiser la force animale qu'il y a en nous pour aller et la force contraire. Donc ouais, ça fait pas du bien forcément tout le temps. Mais la logique artistique, elle va dans ce sens-là. La logique d'engranger pour engranger. On m'a proposé on m'a proposé des albums pour renclencher après le duo avec Enrique. Mais pourquoi faire, en fait ? Je leur ai dit, je reviendrai dans 2-3 ans et puis on discutera. Ils n'ont pas trop apprécié, en fait, parce que non, ils voulaient enclencher comme ça. Et puis quand tu prends cette décision de ton propre chef, ça dérange, en fait, ça dérange. Au début, je ne comprends pas pourquoi ça dérange, parce que tu fais le choix de prendre du recul. Et combien de gens, ou même des metteurs en scène, parce que j'ai été aussi en contact avec des gens du cinéma, on m'a dit, mais t'es folle d'avoir coupé autant avec le métier. Et en fait, moi, je ne calcule pas comme ça, en fait. Je me dis pas ça, je me dis la sincérité, c'est d'aller puiser en soi, dans notre part animale, d'aller puiser nos énergies, notre force, nos faiblesses, d'aller au fond du fond. Et puis, forcément, il va rejaillir des choses à raconter de nouveau. Donc là, il y a eu aussi de profiter, de voyager, de Yanis qui grandissait, qui avait besoin aussi d'une attention, une acuité particulière. Je ne dis pas forcément, parce que quand tu dis oui, on a besoin de présence, on n'est pas des nounous non plus, tu vois. C'est la présence, elle n'est pas physique que physique. Bien au contraire, elle est de donner de l'espace, de laisser de l'espace à l'un à l'autre, mais d'avoir une attention particulière. Et ça demande du temps. Et pour moi, c'était l'essentiel. Donc, je ne me suis pas posé mille et une questions. En fait. Transmettre à ton fils ces valeurs que tu lui as inculquées, ne lier que notre foi qui nous pousse à chaque pas, scellé au fond de soi, unissons nos voix solides comme un roc. Ouais. Vous faites un ? Ah oui, ouais, je crois qu'on fait un, ouais. Oui, de toute façon, on n'a même pas besoin de se regarder. Des fois, on se regarde vite fait, on n'a même pas besoin de se parler. On a capté, je capte pas mal de choses dans son regard. Et puis, on est complémentaires aussi, c'est ça qui est bien.
Ouais, il y a une complicité et puis on s'accompagne. Ouais, on peut parler de compagnons de route aussi. Ouais, d'une certaine manière. Ouais. Cette phrase est la tienne. Dans une carrière de chanteuse, vous vivez des traversées du désert. À l'époque du lycée, certains de mes professeurs me disaient que je n'y arriverais pas, qu'il fallait que j'arrête de rêver. Si je n'avais pas eu le mental, via l'athlétisme, j'aurais pu baisser les bras bon nombre de fois. C'est ça les vagues de la vie. C'est ça ton besoin d'aller fermer la porte, de t'enfermer chez toi. Et c'est là aussi le désir aujourd'hui de revenir. Ouais, c'est toujours faire cette part des choses, de ne pas être en excès, de pas être à côté de soi. C'est toujours ces questions-là qui reviennent chez moi, en fait. T'as pas eu peur un jour de te dire « on va m'oublier ». Ah Je vais non. plus exister. Ah, pas du tout. Je vais plus retrouver ma place. Ah, pas du tout. Ma carrière est terminée. Ah non. Jamais. Non, jamais. Franchement, jamais. Non, le toujours et le jamais, il est toujours relié au centre, dans la concentration, dans cette notion du focus, d'être en mouvement, en fait. C'est dès lors où je sais pas, ton âme, elle est en mouvement, il peut rien t'arriver, en fait. Je vais pas. Moi là aujourd'hui, je peux parler de paix avec d'une paix intérieure parce que c'est sur ça que je tends à aller et à être. Mais le jamais et le toujours, c'est un peu comme le soleil et la lune, quoi. Et c'est. Au contraire. C'est tout. Voilà. C'est complémentaire. C'est ça. Et donc jamais je me pose la question si voilà, c'est ce genre de questions. Parce que pour moi, c'est de l'ordre du calcul, en fait. Stratégie, plan de carrière. Voilà, c'est ça. Et moi, ça, c'est pas... Non, je parle... Vraiment, quand j'utilise ce verbe animer, il est antinomique avec tout ça, quoi. Bien sûr. Alors après, je sais pas que c'est pas simple. Il faut je crois que c'est des vies qui sont pas données à tout le monde. Et c'est pour ça que les jeunes là qui rêvent de faire ce métier, aujourd'hui maintenant tout est galvaudé en vrai, tout est galvaudé, tous ces métiers d'image sont, je prends, je jette, je prends, je jette, je prends, mais âme sensible se contenir, s'abstenir quoi, parce que il faut être droit dans ses bottes, il faut être stable, il faut avoir une force. Qui est... Parce que ça peut laminer. Hein. Oui, complètement, ouais. D'autant que même si on t'a moins vu physiquement, tu as toujours été présente, notamment dans des festivals en Europe, au Maghreb, au Moyen-Orient. Tu as créé ton propre label, tu as continué de composer. Rester libre, profondément, vitalement, résolument existant, aux côtés des femmes iraniennes aussi. Ouais. Parce que rock, tu l'as aussi adapté avec l'artiste kurde Baran en 2022, justement pour que cette chanson prenne un nouvel envol et résonne aussi. Ouais, c'est toujours des surprises pour moi, ça, ce genre d'événements. D'ailleurs, dans toutes mes participations j'en ai pas fait beaucoup avec les artistes, mais que ce soit Baran, Enrique Iglesias, Kelly Rowland ou Idir, c'est pas des choses que j'ai été chercher en fait. C'est des choses qui sont venues à moi en fait, à chaque fois. Le cycle de la vie. Ah ouais, ces cycles-là. Et on y est là dans un nouveau cycle, puisque c'est aussi comme ça que tu en parles. La vie est faite de cycles. Prêt pour un nouveau chapitre. Alors nous, on est là. Hein. Et toi, tu as ouvert ta boîte à souvenirs justement pour faire émerger tout ce qui t'a nourri, ce que tu expliquais en début d'interview, pour donner naissance à DJ. DJ, c'est on est ready. Sache qu'on va rien céder, il n'y a pas mieux, c'est le feu, le genou, tous tes sons qui claquent. DJ, on est ready, pas moyen de concéder, oui tu peux, c'est le lieu, monte, l'énergie, au max. C'est un cri de guerre que tu veux donner aussi à cette nouvelle génération, il n'y a pas que de la merde dans ce qu'on a fait. Prenez le meilleur et c'est ça, c'est d'essayer de...
Évidemment que les paroles sont très très simples parce que dans une chanson populaire, ce qui est très très dur, c'est de mettre des sons qui sonnent, parce que moi je fais des chansons qui sonnent quand même et qui résonnent. Donc il faut des sons qui sonnent et qui se plaquent sur ces sons-là. Donc j'utilise des mots simples. Et d'amener toujours, de faire monter l'énergie à cette jeunesse qui vient de me parler et qui me disent, nous, en fait, ta musique, elle nous donne envie de nous lever, elle nous donne envie de nous rassembler, elle nous donne envie de partager des trucs ensemble. Donc moi, je suis partie sur ce credo-là, et puis en se disant, bon, bah, aujourd'hui, c'est vrai, qui rassemble le plus, que ce soit même en termes de radio, en termes de beaucoup de choses. Le DJ aujourd'hui, c'est lui qui a un peu remplacé le chanteur dans tout ce qui correspond aux chansons pour bouger, qui claquent. Bien sûr. Donc c'était lui rendre hommage un petit peu. L'harmonie des inverses, Ouais, c'est nostalgie ça. et modernité. Et puis le cycle de la vie avec le rappeur Smartzy qui revient. Alors ça, pareil, c'est c'était pas prévu. incroyable. Hein. Tu l'as appelé en pleine nuit, il paraît. Et je l'appelle, il me dit « Ah, Nadia, ouais, machin ». J'écoute, voilà. J'ai un son, j'ai une chanson, je te l'envoie. Si c'est OK, tu y vas, tu mets ta vibe. Tu y vas comme ça, comme ça, comme ça. Et one shot. Et ça l'a fait tout de suite. Et là, il m'a dit, mais il se passe un... Puis même lui, il m'a dit, même par rapport à moi, il vient de sortir un album et tout. Et il me dit, au niveau du cycle, il me dit, putain, mais c'est... Je dis, voilà, ça, c'est quand on décide plus, quoi. On est à l'écoute, il se passe des choses, on sait qu'il faut agencer, et le reste, c'est la vie qui fait, quoi. Ouais. Et vraiment, c'était chouette. Donc, à ceux qui te disent, c'est quoi ton plan de carrière? Tu vises quoi? Qu'est-ce que tu veux, etc. J'ai jamais rien visé, moi, en fait. Hein. Ouais. Mais vraiment. Et ce single n'est que le premier d'un nouveau projet, puisque tu l'as expliqué, tu travailles sur une trilogie. À la fois Barry White, à la fois... les violons. Violon, c'est ça? Ouais, là, on a trouvé une session de violon magnifique. Ouais. Et ce sera prêt quand, ça, tout ça? Bah, c'est prêt là, enfin c'est quasi prêt parce que tout cet été j'ai enregistré entre concert et studio, j'ai fait les deux et maintenant ça va être comment on va le mettre en forme quoi, tu vois. Et le cirque d'hiver alors? C'est une chouette salle. Et puis c'est une belle symbolique. Ah bah oui, parce qu'il y a 30 ans, en fait sans le vouloir. Hein. Graine de star. Voilà, 30 ans. Tu avais été enregistré là-bas. Ouais. Et j'ai gagné là-bas. T'as gagné là-bas. Et ce serait pas un certain Yanis si. Qui t'a fait penser à ça? Si, exactement. Ouais, ton fils. Ah ouais, lui, pour relier les histoires, c'est... Il n'y a pas de hasard? Non. Ah non. Non, et puis même au-delà du hasard, je crois à la providence. Parce que le hasard, en fait, évidemment qu'il n'y a pas de hasard. C'est une évidence pour moi. Il y a des synchronicités et il y a des synchrodestinées aussi. Qui fait que le hasard, il est là surtout quand tu laisses venir à toi une idée, mais tu sais qui est au-delà de toi, mais elle est là. Et puis tu mets la première, c'est-à-dire tu vas acter. Donc il y a l'intention et l'attention. Et l'intention plus l'attention, c'est égale transformation. C'est automatique, c'est une équation mathématique. C'est la pureté de l'intention. Sans l'attention, c'est-à-dire l'action, tu ne peux pas arriver au résultat. En revanche, quand tu y mets vraiment cette intention pure de dire « ça je veux, ça c'est bon », et que tu te donnes les moyens de le faire, mais tu as une transformation automatique. Et ça peut créer cette notion de destin, c'est-à-dire de courir quand même, on court. Après, on dit bien, on court après notre destin et machin. En revanche, quand tu passes un step supérieur à ça, ce que j'y ai goûté pas mal de fois et j'essaie de rendre et garder cette station stable en moi, c'est la providence, c'est-à-dire que tu calcules même plus, c'est les choses, elles te sont données, quoi. Je sais pas comment te dire. Tout est parfait dans ce La providence, c'est quand c'est l'heure, en fait.
c'est plus toi, c'est la vie qui joue pour toi en fait. C'est pas toi qui joue, c'est la vie qui joue et qui... Par contre, tu as les oreilles bien ouvertes et les yeux, la perception, percez, vous verrez. Ça, c'est le langage des oiseaux, ça j'adore. C'est mon langage. Persévérer. Et ben voilà, et c'est réel en fait. Hein, la vie, elle actionne pour toi. En revanche, tu sais pas quand, tu sais pas comment, et limite au moment où tu parles, tu te dis impossible. C'est impossible. Et pourtant, 6 mois après ou même 1 an après, mais le truc, il est là, quoi. Il est là, il est même encore mieux que ce que tu avais même pu percevoir, toi. Mais pour ça, il faut avoir un canal vraiment... et donc, créer et se laisser un espace intérieur où il y a un silence. Tu fais un bien fou. Hein. Tu fais un bien fou. Bah, écoute, moi, je suis ravie. Je sais qu'on est là pour ça. En fait, il y a vraiment cette notion de donner de l'énergie. Elle est là. Tu vois, elle est dans des petites choses. Tu dis ça parce que tu as ce canal d'ouverture, en fait. En tout cas, moi, ça résonne. Hein. Eh ben oui, parce que c'est là et ça te confirme. Je fais exprès de dire ce mot-là parce que c'est l'affirmation avec, c'est-à-dire c'est en toi. Et moi, il y a juste une vibration comme ça, une fréquence que tu viens capter chez moi et qui dit « Ok, c'est bon, allez, hop, c'est… » Et puis là, tu as de l'essence, tu as du gasoil pour acter ce qu'il y a en toi. Et on leur transmet à eux. Là. Ah ouais, c'est vraiment. Ça, en fait. Ouais. Tu sais que c'est la première fois que je parle comme ça. J'ai pas de langue de bois, moi, parce que c'est juste que j'aime prendre la parole avec quelque chose qui s'aligne. C'est parler pour parler, c'est pas très intéressant. Mais c'est la première fois que je parle comme ça. Comment tu l'expliques ça? Parce que tu crées ton environnement, qui tu es. En fait, le module que tu proposes, il est toi, en fait. Et donc, moi, j'entends une fréquence, une voix. Ouais. Moi, je suis sensible à la voix. Donc, rien que ta voix, elle est enrobante. Il n'y a pas de vice, il y a pas de... Parce qu'elle pourrait être enrobante, enfin, elle pourrait amener de la douceur, et puis, à un moment, non. Parvenir à ses fins. Le plan. Voilà, c'est ça. Stratégie. Non, mais c'est ça. Et donc, à partir du moment où on dit oui, moi je dis oui à ça, j'y vais à cœur ouvert. J'y vais. Je suis pas en mode vigilance. Je suis pas en mode. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui il y a plus ça, puisqu'on est dans un monde où le sensationnel. On a besoin, et c'est à tort, parce qu'ils perdent tout en fait, parce qu'aujourd'hui les gens ils ne veulent même plus aller dans des médias mainstream, ça c'est même plus intéressant. Moi j'ai passé mes 10 ans à refuser des émissions de grande écoute, quoi. Parce que je suis pas à ma place, quoi. Parce que je sais que déjà, tu parles pas, tu as un temps de parole, ouais. T'es même plus pour parler de culture ou de vie ou d'échange ou d'humain, de choses de la vie. On est plus à là, brasser, essayer de te poser des questions. Tu sens la sneakerie arriver à 15 km. Voilà. Donc non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc rendez-vous en décembre 2026 au Cirque d'Hiver. Ouais, c'est ça. On y sera. Nous, on y sera. Ouais. Vraiment. Alors vous aussi. Et juste avant de refermer cette belle parenthèse enchantée, je voudrais connaître ton mot préféré. Confiance. Confiance. Ouais. Celui que tu détestes. Ah ouais, alors non, mais c'est même pas un mot, je crois que c'est une conjonction, coordination. C'est si.
Alors le si, c'est les phrases qui commencent par si. Ah, ça Si m'énerve. Si tu fais ça, tu vas faire quoi? Ah ouais, c'est ça, Ben, ça. on le fait. Mais par contre, la conjonction de coordination et, j'adore. Ouais. Ouais. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et ça. Il y a quelque chose quand même de plus, hein, plus plein, plus. Ouais. Le gros mot que tu adores. Ah bah, on l'a tous en bouche, hein, c'est putain. Hein, Ah bah oui, voilà, ça, c'est- voilà, d'ailleurs qu'il me reprend beaucoup là-dessus. Ouais. Tu l'as pas dit une seule fois là. Hein. Eh ben, parce que tu me renvoies vraiment quelque chose de très posé. Pourtant, je le dis. Hein. Ouais. Putain. J'adore. Et ta chanson préférée? Ça sera un titre de Whitney Houston. Il y en a plein, mais Where Do Broken Hearts Go? Ouais, c'est une chanson que j'aimais bien chanter. Mais Whitney, pour moi. Quel destin. Ah ouais. Et mis à part Whitney, tu aimerais voir qui à ta place dans le fauteuil d'entre vous et moi? Barbara Streisand. Ah, Ouais. ouais. Quelle femme. Ouais. Bon, bah, on lance l'appel. Eh ben, ouais. Eh. Eh. On t'appelle. Hein, Et alors, si, juste pour finir, parce qu'on a dit « est », mais tu sais, la conjonction de coordination « est », c'est le divin, en fait. Dans les traditions monothéistes, hein, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou le Coran, ou l'islam, le « est », c'est fait ou soit, et tu seras. Donc, le « est », c'est le trait d'union. Eh ben, Donc voilà, on a dit et soyons. Voilà, c'est ça. merci. Bisous. Beaucoup, merci. Merci, hein, c'était super. Si vous aussi vous avez été conquis, touché par l'énergie communicative de Nadia, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir l'ensemble de nos interviews. Laissez-nous un like et un commentaire aussi. Et surtout faites découvrir autour de vous ces moments de vie inspirants qui font tellement de bien.